Un petit bar de Cochabamba, comme prévu, eh bien, vous allez me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Je vais être avec Yann, notre ami franco-bolivien que je vais interviewer. Vous pourrez lui poser des questions, vraiment à la bonne franquette, à la bonne bolivienne, on va dire, franquette. Ça va être vraiment cool. Donc n'hésitez pas à vous connecter et à me faire un retour. J'attends que vous vous connectiez. Donc voilà, donc comme promis, je vous avais dit à 11h heure française, à 16h plutôt heure française. Il est 11h heure bolivienne. Je ferai l'interview donc de Yann. Donc voilà, on est parti. Je vois que vous commencez à vous connecter. Et puis maintenant, bon, on va saluer notre ami Yann. Il est là, voilà. Salut! Donc voilà, ça commence à se connecter un petit peu petit à petit, donc on va attendre que ça se connecte. La première chose que je voulais faire, déjà, vous avez beaucoup plébiscité que j'interviewe Yann. Alors c'est intéressant parce que Yann, on s'est rencontrés parce qu'on habite dans le même immeuble en fait, tout simplement. Puis on a commencé à échanger sur la piscine et puis dans les étages, etc. Et puis finalement, on a vu qu'on avait pas mal de points communs finalement sur la vision de la société, sur ce qui se passait, etc. Et du coup, je me suis dit, vu que tous les échanges qu'on a eus, ça serait intéressant de faire partager un peu sa vision des choses auprès des internautes francophones. Donc voilà pourquoi on a décidé de faire cette interview. Donc déjà 130 en direct. Yann, est-ce que tu peux tout simplement, tu prends ton temps, hein, tu te présenter auprès du public. Déjà, salut tout le monde. Je suis Yann Livet, franco-bolivien. Je suis né en Bolivie, à Cochabamba même. Mon père vient d'Auvergne, Clermont-Ferrand. Et je fais quoi dans la vie? Je suis développeur d'applications web, on va dire. Et je fais ce qu'on appelle des SaaS, des Service as a Software. C'est de la vente, de la location de software. Et donc, je fais ça tous les jours. Après, j'investis énormément de temps dans la recherche de crypto-monnaies, d'investissement, histoire de... Je pense qu'il peut développer un peu sur la crypto-monnaie parce qu'il connaît beaucoup mieux que moi. Moi, je suis vraiment crypto-monnayeur en herbe. Si tu peux nous parler un petit peu de ton investissement dans la crypto-monnaie, depuis quand et comment ça se passe? Alors, petite parenthèse, je ne suis pas un pro, je ne prétends pas donner les conseils. C'est ce qui me semble à moi la meilleure option. Et donc les cryptos, j'ai commencé en 2018-2019 avec Bitcoin tout simplement. Et j'ai une stratégie assez simple, c'est juste ce qu'on appelle du holding, c'est-à-dire on va garder ce qu'on achète à long terme, très très long terme. Et ce que je fais, c'est du average cost, dollar average cost, c'est-à-dire on va acheter très régulièrement pour faire une moyenne de l'entrée de ce qu'on achète. Et donc la stratégie toute simple, comme j'ai dit, à 10, 15, 20 ans même. Donc on s'en fout, littéralement on s'en fout si le prix du Bitcoin descend, s'il monte. L'intérêt est de se diversifier en premier plan. Et puis donc voilà, je ne sais pas si je peux rentrer dans d'autres détails. Suffisant. Moi, j'aimerais justement, pour enchaîner sur le Bitcoin, poser une question justement. Est-ce que, je vais me rapprocher un peu, est-ce que par rapport au Bitcoin, la crypto-monnaie en général, parce que le Bitcoin, les altcoins, toute la crypto-monnaie en général, le système de la crypto, est-ce que tu penses que ça pourrait être, par exemple, d'avenir, dans le sens où on pourrait à l'avenir globaliser cette crypto-monnaie et pouvoir profiter de cette décentralisation bancaire pour les échanges au niveau global? Est-ce qu'on pourrait se diriger dans cette direction? Alors, tout à fait. En fait, l'objectif est justement la décentralisation, c'est ne plus passer par des entités gouvernementales et faciliter les échanges qui sont instantanés. L'argent digital, mais le vrai. Et tout ça, ça va se faire dans les années qui viennent. Je suis certain de ça. Maintenant, avec Trump à la tête des États-Unis, ça peut se comment dire, décanter quoi. Ouais, non, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais même si c'est pas un catalyseur encore tout de suite, de toute façon ça va. Tout à fait. Qui est très crypto aussi. Friendly, ouais. Mais ça va se faire, c'est inévitable. L'objectif est de faire tous les transferts beaucoup plus vite, instantanés, ne pas passer par des banques traditionnelles ou des entités gouvernementales, l'authenticité du système financier, quoi.
Ça va favoriser l'investissement, les créations d'entreprises. Ça va un peu nous enlever un petit peu de toute cette bureaucratie, aussi de ces contrôles de la bureaucratie et qui nous freinent aussi dans nos investissements, nos transferts d'argent. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Je voulais dire aussi, poser la question à Yann, parce que en tant que franco-bolivien, voilà. Yann en fait a vécu en France, il a vécu au Mexique, il a vécu en Bolivie, surtout dans 3 pays. Donc il connaît bien le Mexique, il connaît la France, il connaît bien la Bolivie. Au niveau des énergies, au niveau de ce que tu ressens, comment tu ressens les différences? Alors, bon, même si on en parle beaucoup, mais c'est intéressant que ça vienne aussi de toi. Comment tu ressens les différences au niveau de la vitalité, au niveau des énergies, au niveau de la créativité entre, par exemple, l'Europe, la France, etc., et la Bolivie, et dans une seconde mesure, le Mexique? Quelle différence, toi, tu remarques? Alors, peut-être petite revue de parcours. J'ai fait mes études de collège-lycée ici en Bolivie, dans un lycée français. Après, je suis parti en France faire les études supérieures. J'ai fait une prépa scientifique, puis après j'ai fait une école de commerce, l'EDEC. Finalement, je suis arrivé à un DUT d'informatique. C'est pour ça que je suis développeur maintenant. Et après cette partie, donc une dizaine d'années, douzaine d'années en France, je suis parti au Mexique. Je suis marié à une Mexicaine d'ailleurs, que je salue, Laura, je t'aime très très fort. Elle regarde, attention. Et donc, Mexique 5 ans, et après je suis arrivé en Bolivie de nouveau pendant 1 an maintenant. Et donc, pour revenir à la question, la différence. Enfin, il y a... Comment dire les gens... Toute sincérité, toute transparence. Tu peux y aller sur le canal. Tu peux dire ce que tu ressens. À mon avis, en fait, la France est géniale. C'est parfait pour les études, pour se développer, etc. Par contre, la qualité de vie, la chaleur humaine, les échanges avec les personnes en Amérique latine, c'est vraiment autre chose. C'est littéralement... on est très très bien accueillis. Et je ferai un pas en avant vers le Mexique. Je pense que c'est l'endroit, le bon compromis entre les services français, bancaires, administratifs, plateformes de paiement, infrastructures, etc. Exactement. Et la qualité de vie latino qu'on trouve ici très facilement en Bolivie. Et donc, sincèrement, la France, moi j'adore, c'est ma culture aussi, mais je ne suis pas prêt de revenir en France, tout simplement. À part évidemment pour des raisons, ça peut être raisons commerciales, ça peut être pour voir la famille, etc. Ah oui, tu n'es pas prêt à vivre, tu préfères vivre en Amérique centrale qu'en France. Oui, tout à fait. Voilà. Je reviens en France à peu près 1 fois par an, revoir la famille. Enfin, c'est l'intention, hein. J'ai pas tout le temps les moyens de revenir en France vis-à-vis du temps, vis-à-vis de l'argent, etc. Mais oui, passer quelques semaines en France, c'est toujours très très agréable. La nourriture, c'est génial. Revoir les amis. Ouais, ce qui est intéressant, ce que je vous disais toujours, c'est qu'en Europe, et notamment en France, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est bien de faire ces écoles là-bas. Et on a de la chance. Moi, je suis parisien. En plus, moi, j'ai vécu à Paris 29 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, on fait nos écoles. C'est-à-dire qu'on y vient pas simplement au niveau des études, mais on rencontre des gens d'origine différentes, avec des sensibilités différentes. Donc, du coup, on s'enrichit de ça. Et après, on a envie, dans notre chemin de vie, de vivre à l'étranger, mais avec cet acquis qu'on a acquis en France. Vous pouvez installer. Pas de problème. Vous pouvez installer. Et donc voilà, c'est vraiment sympa d'avoir filmé un petit peu. Donc là, vous voyez, on est en direct dans ce petit café sympathique. Voilà, une charmante serveuse qui est là. Bonjour, qui est vraiment très sympa. Merci beaucoup. Et voilà, on a fait à l'intérieur parce que comme il pleuvait aujourd'hui, on s'est dit on va le faire en intérieur. Merci. Et c'est bien présenté aussi. Regardez, voilà, c'est une petite discrétion. Là, voilà. C'est bien présenté, hein. Si sympa, voilà. On se régale. Voilà. Et donc je vous disais, c'est bien aussi en Europe, effectivement. Moi aussi, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ce que j'ai pu étudier en Europe. Moi, je suis parti en Europe, je suis parti de la France, j'avais 29 ans. J'ai vécu 5 ans en Espagne. Et après, j'ai vécu dizaines d'années en Suisse. Et maintenant, je vis en Bolivie. Enfin, en alternance, mais je vais m'installer en Bolivie. Et j'essaie de le persuader, justement, parce que je sais qu'il n'a pas encore fait son choix. Pour l'instant, il vit au jour le jour, il voit un petit peu, il prend la température. Il a une préférence pour le Mexique, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'administration, c'est plus avancé que la Bolivie. La Bolivie, c'est encore en chantier, hein, c'est clair. Mais justement, parce que c'est encore en chantier, il y a peut-être aussi beaucoup de choses à faire. Donc moi, j'essaie un peu de persuader aussi pourquoi pas, de vivre en Bolivie. Donc ça, voilà quoi. Mais c'est vrai qu'en Bolivie, est-ce que tu peux nous parler maintenant de la Bolivie? On a parlé de la France, du Mexique.
Qu'est-ce qu'il y a à faire en Bolivie? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à créer? Est-ce qu'il y a encore, il y a vraiment des choses, des perspectives d'avenir dans ce pays? Oui, tout à fait. C'est un pays tout neuf, on va dire. Enfin, je vais parler essentiellement de la partie technique, parce que c'est celle que je connais, technologique, on va dire. Et ouais, énormément de trucs à faire, de produits à développer, de services à développer. Il y a énormément de choses à faire. Par exemple, enfin, je sais pas, Beaucoup de ressources naturelles, le terrain est très, très riche, niveau agriculture, l'école, tout ça. Oui, effectivement, on a énormément de ressources. Par contre, à ce niveau, je crois la Bolivie a quelques petits problèmes d'exploitation de ses ressources. Elle n'a pas encore trouvé les bons chemins, on va dire, pour profiter pleinement des ressources qu'elle a. Et donc, énormément de possibilités ici. La vie n'est pas chère. Littéralement, n'est pas cher. Toi qui vas très souvent en Europe, on est à peu près à... Très accessible, très très accessible. 50% de moins au moins. La vie ici. Donc, après, au niveau investissement, c'est peut-être un peu plus compliqué d'en avoir ici. Bureaucratie. Ouais. On peut parler des obstacles aussi, la bureaucratie. Ah oui, les obstacles. Le système financier n'est pas très développé, donc du coup ça complique énormément le développement d'un projet, tout simplement. Les prêts bancaires sont très lents. Construire une entreprise ici au niveau organisationnel est super compliqué. Mais une fois que ça marche très très bien, très vite. Et on peut faire énormément de choses. Après, par exemple, là, je suis arrivé en Bolivie pour développer une application d'industrie, pour que les industries puissent administrer toutes leurs informations dans l'application. Et le marché est complètement ouvert. Voilà, on peut être très facilement pionnier dans n'importe quel marché. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, la Bolivie, c'est un peu en friche, c'est un peu comme en chantier, et que tout est à construire quelque part, et que finalement, avec une libéralisation du système financier, avec l'arrivée de la crypto aussi, qui commence à devenir fonctionnelle ici en Bolivie, et avec des investisseurs qui ont vraiment envie de faire des choses, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire ici, quoi. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, justement, je ne sais pas si vous avez un petit peu des connaissances par rapport à la Bolivie, mais on est en train de passer dans une période assez compliquée vis-à-vis du dollar comme monnaie. Parce que la Bolivie est une double économie, le bolivien et le dollar. Et finalement, la Bolivie n'a pas de réserve de dollars. Donc, ils ont commencé à ouvrir le monde de la crypto pour pouvoir faire des échanges à l'étranger. Et donc ça lance d'autres dynamiques qui peuvent faciliter la création d'entreprises, l'entrepreneuriat, etc. L'entrée au BRICS aussi, ça peut aussi faciliter les échanges avec la Chine, la Russie, etc. Tout à fait. Ça peut aussi faciliter l'indépendance peut-être vis-à-vis du dollar par rapport à ça aussi. Probablement. Je ne suis pas assez connaisseur dans le domaine des BRICS et toute cette partie, mais j'en doute pas. Plus on a de moyens de communiquer avec les gens, plus on a de moyens d'échanger. Libre-échange. Ouais, voilà, ça facilite. Ça va aider. Ouais. Bon, les amis, on a fait un peu le tour. Voilà, j'essaie de me mettre à côté de lui, comme ça, on va bien. Voilà, alors écoutez les amis, si vous avez Il parle très bien français, mais c'est normal, tu as grandi en France. Donc, oui. Les gens sont étonnés par ton français, mais tu as vécu combien d'années en France? J'ai fait 12 ans en France. Enfin, j'ai un vrai accent bien marqué maintenant, non, je parle bien français. Mais ouais, lycée français, mon père est français, je suis français. J'ai été 2 ans à Nice, vers Valbonne en fait. Après, je suis parti à Lille pendant 2 ans. Après, j'ai fait Besançon, 2 ans, Belfort, 1 an. Et après, j'ai... Ouais. Le tour du pays, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment bien. Ouais, non, mais il parle très bien français, c'est vrai. Alors, on t'appelle El Frances au Mexique ou pas? Non, pas du tout. Non. El Franchute. El Franchute, non, c'est un peu rigoler un peu. Ouais. C'est un peu péjoratif. Ouais, souvent, c'est comme ça qu'ils s'appellent les Besançon, coucou de Besançon. Salut, Bezac. Voilà. Bon, les amis, on a parlé, on a présenté, on a posé les bases, c'est très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à Yann? C'est la deuxième partie, on fait comme 15 minutes, ça va vite. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Lille, on a des Lillois, des gens de Besançon, etc. qui sont là.
Ouais, on a un shooting derrière, on a un éclairage. C'est vrai que il n'y a pas de hasard les amis, hein. Tout est synchro quoi. Est-ce que vous avez des questions à Yann? Parce que c'est Yann qui invite aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions à lui poser? La vie est moins chère, mais salaires en conséquence, clairement. Ouais, bien sûr, les salaires sont relativement bas. Donc forcément, c'est pour les Boliviens, ça reste quand même, le coût de la vie est quand même relativement élevé pour les gens. Exactement. Alors, c'est une très bonne, c'est un très bon commentaire. La vie en général est moins chère, mais bien sûr les salaires sont beaucoup moins élevés aussi, donc il faut garder l'information avec des pincettes, quoi. Si on vient de France avec des salaires français, si on vient avec une économie française ou étrangère des pays du premier monde, alors la Bolivie c'est un paradis. Même le Mexique, hein. Mais effectivement pour les Boliviens même, ça reste, c'est comme partout, hein. Alors, je voulais poser une question, parce que je vois qu'il y a des questions, etc. Alors, attends, je vais aller les questions, parce qu'il y a oui, Monique, les deux sont souvent liées, il y a quand même pas mal. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde quand même. Nice, c'est un super coin, ouais. Si j'imagine revenir un jour en France, j'aimerais bien. Par contre, au niveau des taxes, c'est un autre monde. L'idée est quand même de devenir libre financièrement. Et si on travaille, après mes connaissances, ignorance peut-être dans le système français des taxes, mais ce que je sais, c'est que le taux de taxe est très élevé. Donc à mon avis, si on travaille pour payer des taxes énormes, il y a moyen de mieux faire ailleurs. C'est dommage. J'aimerais bien faire profiter la France de ce que je fais, bien sûr. Beaucoup de fiscalité. Mais exactement, c'est beaucoup trop taxé. Et en fait, c'est un gros problème de la France parce que toutes les industries sont en train de partir en Chine, ailleurs, etc. Et c'est à cause, entre autres, des taxes. Donc revenir en France, j'aimerais bien, vraiment. Par contre, tu as plus de liberté au niveau des entreprises au Mexique qu'en France, très clairement. Oui, tout à fait. Donc voilà les amis. Comment se passe le côté administratif pour s'établir en Bolivie ou au Mexique? Un Français qui veut venir au Mexique, est-ce que c'est simple au niveau administratif s'il veut s'installer, ouvrir une entreprise? Pour le Mexique, oui, très simple. Pour la Bolivie, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, tu pourrais nous raconter un petit peu plus sur ton parcours, mais déjà pour avoir une résidence en Bolivie, c'est quoi? Tu ne peux pas sortir du pays pendant plus de 3 mois par an, pendant 3 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors que le Mexique, tu reçois ta résidence, déjà c'est fait en 8 heures. Wow. J'ai littéralement eu ma résidence en 8 heures. Et tu ne la perds jamais, tu sors comme tu veux du pays, tu rentres comme tu veux, etc. Donc c'est super simple. La Bolivie, c'est un peu plus compliqué, mais néanmoins, c'est très faisable. Hein. C'est faisable. En Bolivie, on peut avoir... Alors moi, je suis facilité parce que... comme c'est ma femme est bolivienne, c'est plus facile. Elle peut signer les contrats, etc. Mais même en tant qu'étranger, tu peux t'acheter une maison ici, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que si tu demandes une résidence ici en Bolivie, tu ne peux voyager que 3 mois par an en France et en Europe. Ce qui est quand même pas mal finalement, parce que tu peux quand même voyager, tu n'es pas bloqué sur place, mais il y a quand même des conditions. J'ai l'impression que le Mexique est plus libéral. C'est-à-dire que le Mexique... Moi, je pense que ça va venir en Bolivie, je suis persuadé. Ça va se libéraliser ici, avec les BRICS, avec le marché, avec la crypto, tout ça, ça va se libéraliser. Mais c'est vrai que pour l'instant, la Bolivie est un pays beaucoup plus rigide que le Mexique. Il y a plus de flexibilité, c'est une des raisons pour laquelle il veut vivre au Mexique. Mais à mon avis, il va changer d'avis. Il va voir la Bolivie. Ce que ça va devenir. Mais bon, voilà, donc j'ai une petite parenthèse. Donc oui, c'est faisable de s'établir administrativement pour un Français. Que ce soit au Mexique ou en Bolivie, c'est avec un peu de volonté, c'est faisable, quoi. Tout est faisable, avec un peu de volonté. Alors, il fait bon vivre à Clermont-Ferrand, j'y suis depuis 2006, la vie est plus facile. Oui, ton papa est... De Clermont même. De Clermont-Ferrand. Son papa est de Clermont-Ferrand. Ultra taxé et hyper cher à la France. Ouais, mais ça va changer aussi, hein, de toute façon. De toute façon, au niveau, on a vraiment une transition mondiale en ce moment. Hein. On parle de quelque chose aujourd'hui, on ne sait pas si demain ça sera là. Hein. Donc c'est compliqué aujourd'hui. On fait un bilan par rapport à l'ancien système. Mais ça peut aller très vite. Puis bon, avec ce qui se passe aux États-Unis, dans le monde actuellement, c'est vrai que ça bouge pas mal, quoi. De vrais catalyseurs dans le monde. Hein. Elon Musk, les États-Unis avec cette histoire de crypto, ça peut être très intéressant. Après, on peut avoir des avis différents vis-à-vis de Trump et tout ça, mais au niveau global, ça peut être très intéressant. Ouais.
Oui, il y a vraiment la bureaucratie a du plomb dans l'aile. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Ça influe l'Europe aussi. Il y a quand même eu la visite du vice-président américain qui a mis un gros coup de pied dans la fourmilière en Europe. Ça ne peut qu'influencer dans le sens de la, on va dire, de la débureaucratisation. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour l'avenir. Oui, tout à fait. Bah, ça simplifie les choses. Si on n'a pas besoin de papasserie. Oh là, j'ai perdu le mot. Pour faire quoi que ce soit, ben, là, c'est vachement plus simple quoi que ce soit. Les échanges internationaux, monter une entreprise, payer les taxes, etc. etc. Plus simple. Alors c'est intéressant avec Yann parce que tu peux boire ton café. Voilà. Moi je suis content de le recevoir parce que c'est vraiment l'univers qui nous a mis, c'est le destin qui nous a mis ensemble et puis je pense qu'on fera des choses ensemble à l'avenir. Je le ressens en tout cas. Pour l'instant on peut pas. Je lui ai proposé justement de faire une collaboration, par rapport à ses produits, mais il n'y a pas de produit en tant que tel à vendre. Donc du coup pour l'instant je peux pas faire ta promo, mais à l'avenir si tu as des produits à vendre, on fait une collaboration. Merci en tout cas. C'est bien. Hein. Oui, cool. merci. Effectivement, j'ai pas vraiment de produits à vendre. Tout ce que je fais, c'est pour des entreprises. Et donc, entre autres, j'ai un système bien axé au Mexique, donc un peu compliqué avec. Voilà. Pour l'instant, c'est. Mais en tout cas, merci pour la proposition. Premier contact. Il y en aura d'autres. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? C'est à vous aussi de poser des questions. Le Mexique, souvent, on fait souvent des bons retours. Hein. Il fait bon vivre, les gens sont sympas, il y a moyen de faire des choses là-bas. Souvent, il y a des communauté française aussi, il y a énormément de Français là-bas. Et t'es où au Mexique, toi, exactement? À Querétaro, c'est 3 heures de Mexico City. Plus sympa que Mexico, non? Parce que Mexico, c'est quand même la grosse ville. Ouais. C'est largement plus sympa. Tranquille, quoi. Et puis au niveau sécurité, c'est une très très bonne ville. Ça, ouais, c'est une espèce de. Il n'y a pas de cartel de drogue, ça. Non. Enfin, si, il doit y en avoir, mais. Il te faut pas chier, quoi. Exact. Il t'agresse pas dans la rue. Tranquille. C'est cool. Et il y a un gros nettoyage au Mexique. Je vais envoyer un article récemment, vraiment un gros nettoyage actuellement au niveau des cartels, au niveau de l'armée américaine là-bas. Moi, j'adore la musique bolivienne. Vas-y, tu peux y aller. Un secteur développé en Amérique du Sud. Tri, réduction de déchets, exactement, c'est ce que je fais. L'application s'appelle Composteros. Tu peux parler de ton application. C'est une application qui est destinée aux entreprises qui font la collecte de résidus organiques. Et donc ça marche très bien au Mexique parce que les entreprises sont privées, alors qu'en France, c'est plutôt du domaine de la municipalité qui s'occupe de tout ça. Donc voilà, très bon commentaire, Yves. Merci. Voilà. Alors, on regarde vos questions. Tu me dis si tu as une question qui t'intéresse. Hein. Tu regardes. Hein. Travaille-t-il en indépendant? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Je ne me vois pas revenir à un système de 8h, 4h de l'après-midi. Un boss, non. C'est compliqué. Yann, va apporter les cafés, s'il te plaît. Non, ça, je ne fais plus. C'est peut-être une différente mentalité. Mais... bon, c'est nouveau monde, ça. Hein. Maintenant, on sera de plus en plus. Je pense que moi, je te pose une question perso. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, de plus en plus, on va faire ce que l'on aime, c'est-à-dire qu'on va s'investir dans les choses que l'on aime plutôt que par obligation au niveau de l'activité professionnelle? Est-ce qu'on se dirige vers ça maintenant? Ouais, je pense que ça dépend plutôt de chacun, de chaque caractère. Il y a des gens qui marchent très très bien dans le système traditionnel du travail, boulot. Et d'autres personnes qui sont plus prônes à faire des entreprises, etc. Quelle plateforme utilise-t-il pour acheter les cryptos? Ça, tu vas en parler justement parce qu'il n'y a pas toutes les plateformes qu'on a en Europe, justement. C'est quoi ta plateforme, toi, pour acheter les cryptos? Alors, je sais que... Binance. Mais en France, il y a quelques petits problèmes pour en acheter. Enfin, c'est assez bridé par rapport au système financier, par rapport aux banques. Mais tu pourrais utiliser, comment elle s'appelle? Binance. Ouais, Binance. Mais il y a une autre, Kraken. K-R-A-N. Pardon. K-R-A-K-E-N. Voilà. J'ai du mal maintenant. Et sinon, au Mexique, c'est vachement plus ouvert. Donc j'utilise Coinbase, t'as tout. Ouais, non, Coinbase, non, ils ont fermé ça par rapport aux demandes américaines, mais sinon on a Bitso, qui est très bien, mais elle ne marche qu'au Mexique. Et sinon, ouais, Binance. Binance. Sinon, il y aurait aussi, comment elle s'appelle, Qcoin. Et donc voilà.
Donc il y a pas mal, ouais. Ouais. Il y a de quoi faire. Il faut savoir qu'en Bolivie, c'est intéressant parce qu'ils avaient interdit la crypto en 2020 et ils l'ont réautorisé en 2024, cet été. Et tu sais, face à quoi? Face à la menace, entre guillemets, et à la perte, au problème avec le dollar. Et tu vois, c'est pour ça que je vous dis toujours, d'un mal surgit un bien. Et grâce, entre guillemets, à cette crise du dollar, on peut l'appeler comme ça, en Bolivie, finalement, ils ont été obligés de se rendre à l'évidence qu'ils avaient besoin d'une monnaie secondaire, d'un système secondaire d'échange. Donc c'était une bonne chose pour la crypto, finalement. Comme quoi, parfois... Ouais, tout à d'un fait. mal surgir un bien. C'est intéressant. Tout à fait. Alors regardez les questions. Il y a encore 5 minutes les amis. Est-ce que vous avez des questions? Avait-il une base en espagnol avant de venir vivre en Bolivie? Oui, je pense que tu parles en espagnol. Est-ce que tu avais une base de langue espagnole? Je suis né en Bolivie. Avec ta mère, tu as toujours parlé espagnol de toute façon. Tout à fait. Ma mère bolivienne et mon père français. Ouais. L'investissement immobilier. En Bolivie? On est en plein boom là. En ce moment, c'est compliqué. Hein. Alors, l'investissement en immobilier, c'est une... Comment dire très très bon investissement. De toute façon, moi je pense qu'il faut chercher de la diversification. Crypto, immobilier, bourse, etc. Immobilier en Bolivie, je ne suis pas sûr parce que justement on est en train de passer dans une période assez active au niveau de qu'est-ce qui va se passer demain, littéralement. Est-ce qu'on va rentrer dans une vraie crise? Est-ce que ça va être la cata? Est-ce que ce qu'on achète aujourd'hui va valoir le même prix demain, etc., etc. Donc je ne m'y intéresserai pas vraiment à l'immobilier tout de suite. J'attendrai un petit peu que ça... Ouais, voilà. Ça bouge trop en ce moment. Là, les prix sont très très hauts. Très instable. Ouais. À mon avis, ça va bouger beaucoup. Ouais. Yann, as-tu une sensibilité spirituelle? Oula, je ne vois pas vraiment l'objectif de la question. Sensibilité spirituelle. Je ne saurais pas comment répondre. Je ne pas répondre parce que tu as une... Mais à premier abord, non. Non, voilà. T'es ouvert, en fait t'es ouvert, t'es pas oui, quelqu'un d'ouvert. Tranquille. Voilà, tu t'intéresses un peu à tout. C'est très nouveau monde ça, j'aime bien. Moi j'ai toutes les questions. Donc, Alors, le carnaval au Mexique c'est super. En parlant de carnaval, je préfère le carnaval bolivien. Franchement, honnêtement, alors c'est pas pour dire, le carnaval bolivien, il est excellent. Hein. Il est connu dans le monde entier et je peux vous dire que c'est quelque chose. Hein. Là, faut venir le voir. Non-stop ici. Hein. Et il y a Oruro, il y a aussi Cochabamba, il y a Santa Cruz, il y a toutes les villes quasiment qui font le carnaval. Mais le plus gros, c'est Oruro. Oruro, ouais. Au Mexique, c'est pas vraiment connu le carnaval. Hein. C'est intéressant comme question. Vous parliez de nombreuses ressources en Bolivie, comme quoi par exemple? Vous citez plusieurs ressources. Eh ben, il y a déjà du pétrole. Pas des masses, mais il y en a du gaz, lithium, et puis de l'or, de l'argent, des minéraux. Ouais. Et il y a aussi une très grande richesse au niveau agricole. C'est une terre qui est très agricole et qui produit plus que le peuple bolivien a besoin. Donc il y a peut-être des exportations à faire à ce niveau-là aussi. Il y a énormément de territoires, 1 million de kilomètres carrés, la Bolivie, donc c'est 2,5 fois la France à peu près. Pour même pas 10 millions d'habitants. Exactement. Pour 10 millions seulement, c'est pas énorme. Donc énormément de terrain. Pas très développé encore. Pas bien exploité. Mais c'est faisable. J'ai vu une question par rapport à l'éducation en Bolivie. Si on est dans un lycée ou dans une école étrangère, l'éducation est très très bonne. Par contre, l'éducation bolivienne publique est d'une qualité très très médiocre. Donc ça c'est dommage. Et ça n'avance pas vraiment. C'est vraiment dommage. Il faut faire un changement de politique par rapport à ça, justement, pour centrer davantage sur la créativité des élèves. Et il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses à faire ici. Hein. Au niveau du changement, au niveau de l'agriculture, au niveau des ressources, au niveau du travail, au niveau de l'administration. C'est tout à faire, quoi. Mais c'est justement ça qui est intéressant. Je trouve justement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est là où c'est excitant, tu vois. Tout à fait. Je pense que ça pourrait attiser la curiosité d'Elon Musk, ça, justement. Lui qui aime bien les challenges, la difficulté, etc. Je pense qu'ici, il sera servi, quoi. Il y a pas mal de choses à bousculer, quoi. Oui, tout à fait. Dans les mentalités, donc voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que tu pourrais nous communiquer après le live ton contact si c'est déjà fait? Bien sûr, on peut. Ça, je le mettrai sous le live quoi, pour que les gens ils puissent. T'as des sites internet dans lesquels tu. Non, c'est plutôt les sites de mes entreprises, mais. D'accord. Mais ouais, un contact email. Ouais, voilà, un contact email, voilà, on voit ça.
Si les gens veulent te poser des questions, des collaborants, on ne sait pas. Hein. Oui, tu as toutes tout à sortes de fait. personnes qui nous écoutent. Toujours ouvert. T'as des professionnels aussi, hein, donc peut-être qu'ils ont envie de collaborer avec toi, de connaître ce que tu fais. Donc ça peut être intéressant. Hein. On est 500 en direct, c'est pas mal. Hein. Je tremble. Là. Comment sont perçus les... C'est intéressant une question ça. Comment sont perçues les médecines alternatives en Bolivie? C'est assez libre ici par rapport à ça. Oui, c'est... Il y a les chamans ici en Bolivie, très développés. Après, je ne suis pas très connaissant dans le domaine, mais oui, il y a énormément de... Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est pas formaté en fait. Ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de légalisation, il n'y a pas de législation. Donc, quelqu'un peut aller se faire soigner chez un chaman, un énergéticien, aussi bien que chez le médecin. Ça ne pose pas vraiment de problème ici, quoi. C'est très développé, libre à ce niveau-là, oui, je pense. Au niveau de la médecine, même la médecine naturelle, etc. C'est très. On peut avoir un magasin où on va prendre de la médecine naturelle. Il n'y a aucun souci quoi, à ce niveau-là. Tout à fait. Tu as même des médecins parfois qui sont ouverts là-dessus ici. Je trouve que c'est assez. C'est moins formaté qu'en Europe, je trouve, à ce niveau-là. Tu as plus d'ouverture. C'est ce que je ressens. Donc voilà. Il me semble que les McDo sont interdits là-bas. En fait, ils n'ont pas fonctionné. Ils n'étaient pas interdits, mais ils ont fait. T'es au courant ou pas? Ils avaient ouvert un McDo, mais c'était jusqu'en dans les années 90. Ouais. Et ils l'ont fermé. Parce qu'il marchait vraiment pas. La bouffe à l'américaine, on va dire. Parle-nous de la... Ouais, justement, j'enchaîne, je me permets de te couper. Parle-nous de la nourriture, parce que c'est quelque chose d'important quand même ici, surtout à Cochabamba. À Cochabamba, il y a un dicton qui dit « Le Cochabambino, l'habitant de Cochabamba, il ne mange pas pour vivre, il vit pour manger. » Voilà, exactement. Allez, non, commet pas la vie, vivez pas la comer. Est-ce que tu peux nous parler de ça, justement, l'importance de la gastronomie en Bolivie? Je pense que ça, c'est quand même une partie importante. Déjà, les premiers avis que tu as sur la nourriture, c'est que les assiettes sont littéralement pour 2 personnes, même si c'est marqué pour une personne, c'est beaucoup trop. Donc ça mange, mais ça bouffe littéralement. C'est super bon. Ils sont très très forts les Boliviens pour faire à manger. Et surtout les soupes. Les soupes, c'est un truc, moi ça me rend dingue. Les soupes, c'est bon. C'est super. C'est pour ça que McDonald's, avec ses prix relativement élevés et puis avec ses petites portions, En fait, le truc, c'est que c'est par rapport au prix. Hein. Si tu prends je ne me souviens plus, mais un Big Mac en France, c'est quoi? C'est 5 €, un truc comme ça, voire plus peut-être. 5 € ici en Bolivie, tu manges pour 4 personnes, quoi. Ouais. Donc tu peux manger pour 4 personnes. C'est littéralement pas possible. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que ça marche. Ça n'a pas marché et je crois que c'est le seul pays au monde où ça a fermé en fait. Je crois qu'il y en a plusieurs. Il y en a d'autres. Ouais. D'accord. Je pensais que c'était le premier peut-être. Alors je sais pas, mais en tout cas c'est bien, c'est une bonne chose ça. Malheureusement, ils consomment beaucoup de coca. Ça, c'est un truc. Il faudra que ça ici, c'est des gros consommateurs de coca. Et là, il va falloir freiner le truc parce que vraiment, ça, c'est un truc. Faut qu'ils arrêtent avec ça. Mais sinon, mis à part ça, la nourriture est très fraîche. Il y a énormément de production agricole. Ils n'ont pas besoin, si tu veux, de mettre des adjuvants dans leur nourriture. Ils n'ont pas besoin d'importer la nourriture, ce qui fait que tu as une nourriture qui est du moment et qui est fraîche. Et ça, c'est important. La viande est très très bonne en Bolivie, très très bonne. Rien à dire par rapport à celle de l'Argentine qu'on connaît très très bien. La viande bolivienne est aussi bonne que l'Argentine. Même les variétés de pommes de terre, de choclo, même tout ce qui est légumes et tout, c'est énorme, quoi. C'est vraiment. Tout à fait. C'est énormément de produits. Ouais. C'est une grande force l'agriculture pour moi, la Bolivie, qui n'est pas bien exploitée, mais c'est une grande force l'agriculture. Surtout en ce moment où il y a quand même des pénuries, où c'est compliqué, où il y a des OGM un peu partout et tout. Là, du coup, ils peuvent se faire valoir à ce niveau-là, la Bolivie. Moi, je pense que c'est une force d'avenir, ça, l'agriculture. Ils ont évité la malbouffe des USA. Pas entièrement, justement. On dit oui, le McDo, mais ils boivent du coca, tu vois. Et en plus, le pire, c'est qu'ils boivent du coca et ils ont des boissons naturelles extraordinaires. Et ça te coûte rien, ça te coûte 20 centimes, quoi. Tu peux avoir un verre d'une super boisson, que ce soit du goyave, de la papaye, que ce soit du citron, que ce soit de la citronnade. Mais voilà, t'as des gens qui continuent à payer cher pour avoir de la merde, un peu, quoi. C'est un peu dommage, je trouve. Ça m'a étonné, ça aussi, ouais. C'est vraiment dommage. Mais tu peux boire ce que tu veux, des variétés de boissons dans la rue, etc. Ça, c'est sympa, quoi. C'est vraiment un kiff, quoi. Allez les amis, ça fait 33 minutes, ça passe vite. Donc le contact, on va vous le communiquer, l'adresse email, pas de problème, je le mettrai en description. Les jus au Mexique succulent, il y a aussi des bons jus au Mexique. Les jus de oui, le Mexique c'est vraiment leur truc, les jus. Dans la rue, tout à fait. De mangue, c'est super bon et c'est pas cher aussi. Donc, un peu comme ici. Un peu comme ici. Bon, les amis, on a fait un peu le tour. De toute façon, on va comment dirais-je, quel est le plan national? Bolivie a le
Bon, il y en a plein en Bolivie, quoi. Bolivie Ouais. et Mexique. Le C'est un Dino, peu- là, c'est- la question est un peu comme on pourrait la faire à l'envers. Quel est le plat national de la France? Il y en a c'est tellement. difficile à dire, ouais. Par contre, ici à Cochabamba, ce qu'il y a de plus connu, c'est le piqué macho. macho. Voilà. C'est super bon. Ouais. Je vous laisse rechercher ça sur internet. Ouais, ouais. Chicharron, Mais- c'est chicharron. Ah, Ça, le chicharron, ouais. On mange très Il y très a beaucoup, bien, il y a très, beaucoup. très bien. Ouais, franchement, au niveau de vrai. Et au Mexique, ton plat préféré, on va dire, parce que les plats, il y en a plein. Hein. Bah, ça reste la même chose. Quel est le. Chili con carne, non. Non, ça c'est plus Tex-Mex, frontière américaine. Mais ce serait quoi le mole. C'est quoi Le le mole? mollet. Le mollet, c'est un ensemble d'épices qu'on écrase pendant plusieurs jours. Ouais. On laisse. Je sais même pas comment ils font, mais c'est super bon. C'est D'accord, super ok. super bon. C'est au Ok. chocolat et tout. Ah, d'accord. Enfin, il y a plusieurs manières de le faire. Avec quoi comme base? C'est quoi la base de Alors, la c'est viande? c'est une espèce de crème. D'accord. Et après, tu mets ça avec du poulet, des haricots. riz, etc. Ouais. Ah, d'accord, ok. Je Super. connaissais pas. Voilà, bah écoute les amis, on a fait un peu le tour. Bon, c'est pas pour un premier contact, hein, c'est un premier contact. Alors là, il avait le trac, là, mais ça va, Ah ça oui. va. Mais là, ça va mieux, c'est bon, il s'est détendu dans le truc. Parce que voilà, moi je fais toujours en improvisé. Bah écoute, moi je pense que ce qui serait bien, vu qu'on est quand même. On est 532 en direct, c'est vraiment sympa. Est-ce que un petit mot de la fin quand même, tu vois, histoire de dire, voilà, quelque chose que tu as envie un message que tu as envie d'envoyer aux internautes, etc., avant de nous quitter. Petit message, et ben déjà merci de m'avoir ici, Olivier, et Bah, de puis rien. tout le monde. Petit message, juste peut-être partager un petit peu mon esprit de vie, c'est se développer, chercher à avoir de plus en plus d'informations pour développer quoi que ce soit, au niveau financier, au niveau spirituel, au niveau... Ouverture. ouais, être ouvert. Info aller libre, chercher. est-ce qu'Info libre est d'avenir alors selon toi? Yes, Ah ouais, bien ouais. sûr. Tu adhères ou pas? Fais J'adhère. gaffe, hein. J'attends Elon Musk en Bolivie. J'adhère. Est-ce que tu penses que je vais rencontrer Elon Musk? Dis sincèrement ce que tu en penses. Vu l'acharnement que tu as, oui, tout à fait. Bon les amis, c'était très sympa. En tout cas, c'était Merci très beaucoup. sympa. Merci à toi Yann, on a fait un super petit entretien sympa. Voilà, un petit entretien improvisé. Je pense qu'on en fera d'autres et puis il y aura des choses qui vont se passer. Bah, moi je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la prochaine et puis on se dit à demain pour un mini live. Ciao ciao. Ciao, merci. Ciao ciao. Merci à toi Yann.